J'ai traversé les siècles, support de foi et de légende. J'ai sillonné vos civilisations et percé le secret des Celtes. J'étais auprès de vous et j'apaisais vos craintes lorsque vous étiez terrorisés. Je fus au cœur des révolutions industrielles et culturelles. Vous m'avez façonné et m'avez fait grandir. Je suis avec vous tous les jours, mais vous ne le voyez pas. Je vais vous raconter mon histoire. Au tout début, au plus profond des entrailles de la terre, j'étais là, seule. Au cœur d'un déluge de feu, je me retrouvai soudain à l'air libre. Quand on me découvrit près du hameau de Kersanton, on me donna le nom du pays où j'étais née, dans cette Bretagne profonde. Des poètes vantèrent mon nom. Prosper Mérimée, dans ses carnets de voyage, disait « La pierre employée à cet effet est éminemment propre à la sculpture d'ornement, par sa dureté et la finesse de son grain. » D'autres, comme Théodore Botrel, poète et chansonnier du siècle passé, connurent l'immortalité grâce à ma texture particulièrement résistante au temps. Je suis en train de sculpter un Saint-Ronan en kersantite, qui est le granit des sculpteurs. Autrefois, les calvaires et les monuments funéraires étaient faits dans ce granit-là. Et la kersantite est formidable pour la sculpture bretonne, telle que les anciens l'ont sculptée. Le matin, on les entendait leur clac de leurs sabots à 5 h du matin, qui allaient sur le port. Eh bien, mon père, lui, il se levait le matin, il entendait les tailleurs de pierre à 8 h qui tapaient sur leurs massettes, leurs ciseaux, toute la journée comme ça. Et il était heureux d'entendre cette voix-là, du cliquetis du marteau avec le ciseau. Chez les Joncourt, on est sculpteur depuis 3 générations. Dans son jardin, Patrick a entreposé plusieurs tonnes de granit jaune, de plus en plus utilisé dans le pays. Peu importe, je savais que moi, la pierre grise de Kersanton, j'étais sa préférée. Je devins pierre de taille. L'hiver, ils allaient à la coquille Saint-Jacques, et l'été, ils faisaient du granit. Ils sculptaient le granit, disons. Ils avaient 2 métiers en ça. Ils faisaient la pêche et la taille de pierre. Et ça, c'est spécifique à l'hôpital Canfroux. C'est ici même, à l'hôpital Canfroux, presqu'île au sud-est de la rade de Brest, sur la rive gauche de l'Aulne, que se dresse un des hauts lieux de ma naissance. Et là, une fois encore, un tonnerre de feu saluait mon arrivée. Vous voyez ici, nous voyons les trous de dynamite que les tailleurs de pierre ont découpés dans ces blocs-ci pour en tirer des moindres blocs pour le monument funéraire, principalement. Les carriers débitaient les pierres, ensuite ils étaient mis sur le quai. Ils étaient d'abord taillés, parce qu'il y avait des équipes de taille qui taillaient les pierres, qui étaient mesurées avec les contremaîtres et qui étaient embarqués sur les bateaux qui passaient donc par la baie d'Audière pour arriver sur Quimper. Quimper, Concarneau, un peu dans tous les petits ports. Des bateaux en bois, bien sûr, et avec des 2 mâts à voile. Ils étaient à voile, là. Il y avait un petit moteur, mais il n'y avait pas grand-chose comme moteur là-dessus. Principalement la voile, ils faisaient. On se demande même comment ils ont pu, avec leur chargement de granit, passer la côte, toute la côte, par tous les temps. Je l'écouterai des heures parler de mes amis carriers, ceux qui, il y a plus d'1 siècle, m'extrayaient des carrières et m'expédiaient vers des horizons de taille inconnus.
début du XXe siècle, ma Bretagne natale paya un lourd tribut à la Grande Guerre. Se développa alors un art sculptural de qualité qui vit la construction de monuments liés à la mémoire des disparus. La finesse de Mongrain joua son rôle en restituant avec fidélité les traits des visages, soulignant ainsi la souffrance des peuples. Je devins pierre de mémoire. C'est le bon job pour les sculpteurs, une bonne guerre, et on relance la sculpture. Donc ils ont été appelés pour faire des monuments. Et beaucoup ont été faits en kersantite aussi. Après, ça passe dans les ornements, dans les tombes pour les particuliers, avec des croix, beaucoup de croix. La kersantite fraîche extraite, elle est facile à tailler. Et comme je disais, elle tient mieux, elle permet d'avoir plus de détails, etc. Mais il fut un temps où je célébrais la vie. Des générations de sculpteurs m'élevèrent alors jusqu'au plus haut lieu de la spiritualité. On fit de moi des frontons d'église, des statues, des calvaires. Ces monuments à la gloire du ciel étaient destinés à remercier pour une grâce accordée ou parfois conjurer le spectre d'un danger imminent. Moi, la pierre, je ne craignais pas les épidémies qui décimaient les humains. Mon grain sombre, souvent associé au granit plus clair, décrivait la vie des saints, illustrait une scène des évangiles. Je ressentais une telle fierté d'être à même de toucher les cœurs et les âmes. Je devins pierre de foi. C'était au XVIe siècle, et les sculpteurs bretons m'adoptèrent pour longtemps. Dans tous les cas, on reste dans des teintes sombres, qui vont du gris au noir, avec des reflets verts et des reflets bleus, ça c'est sûr. La kersantite, comparée au granit, se tient beaucoup mieux, permet des ajouts, c'est pour ça qu'on la retrouve beaucoup dans les calvaires. Le grain est plus serré, puis en même temps les grains ne se détachent pas. Donc ça veut dire que ça prête à plus de virtuosité, quoi. Quand certains me sculptaient en merveilles du ciel, d'autres m'entraînaient dans des univers moins radieux, profitant de la noirceur de mon grain pour exposer leur sombre vision du monde. J'étais au cœur des tourments humains, des affres d'ici-bas. Les batailles de l'âme se déroulaient sur la terre comme au ciel, et je les avais dans la pierre. J'incarnais les combats des anges contre les dragons. Je revêtais l'armure des combattants de la foi. Je devins pierre de résistance. Par-delà cette rivière, l'Aulne, sur laquelle jadis les bateaux m'entraînaient vers des horizons lointains,
s'étend le vieux pays, celui des druides et des mythologies. Entre le pont et les rivages d'antan, les siècles nous observent. Le feu, la terre, l'air et l'eau. J'étais en harmonie avec les éléments de la nature. Bien avant l'ère chrétienne, je fus marquée par le celtisme. Plus tard, je ferai le lien entre l'ancien et le nouveau monde. Mais pour l'instant, j'étais une pierre de légende. C'est dans cette église, au cœur de la cité, dont le saint fut à l'origine, que repose saint Ronan. Son gisant, taillé à même ma pierre, lui assure désormais un repos éternel, après une vie marquée d'épreuves, mais d'une grande fertilité spirituelle. Saint Ronan, personne ne met en doute son existence. On dit que il est venu dire non. C'est un ermite qui est venu, disons, qui s'est retiré un peu du monde et il est venu se réfugier dans la forêt du Névet. Voilà. Et donc, il y a plein de souvenirs qui se rattachent à sa présence ici. Et on dit que Saint Ronan serait venu ici autour du 6e, 7e siècle. Le gisant lui-même repose sur ce qu'on appelle des cariatides. Ce sont des anges qui portent donc le gisant de Saint Ronan. Il est en Kersanton, il est très très ancien aussi, il date du 15e siècle, vous voyez. Alors ce qu'il y a de la particularité de Saint, c'est que vous regardez à la base de la statue, eh bien, on le voit, je crois, le bois de sa crosse rentre dans la gueule d'un lion. Ça, c'est un symbole aussi de la force, si vous voulez, de la foi qui animait Saint Ronan. San Ronan, o patron, nio peta galon, mérite en andoué, accord fargan aîné. Il y a eu quand même beaucoup de moines irlandais et puis de Cornouailles dites anglaises aujourd'hui qui sont venus en Bretagne et c'est eux finalement qui ont apporté la foi chrétienne par ici. Par ici, donc c'était le culte celtique, gaulois. Et semble-t-il, les moines qui sont venus donc d'Irlande ou d'ailleurs n'ont pas eu tellement de difficultés à parler de l'Évangile parce qu'il y avait un certain nombre de consonances, si vous voulez, entre le culte celtique et aussi je ne vais pas parler des mythes, mais des représentations que l'on faisait aussi dans la religion chrétienne de la foi au Christ. On disait par exemple que le Christ était lumière du monde, et bien chez les Celtes, le culte du soleil avait aussi son importance. Il y a quand même des choses qui ne sont pas en totale contradiction avec la foi chrétienne, mais c'est plutôt une tradition orale. Le roi Gralon, il n'est pas inconnu
partout, à Quimper, il y a la rue du Roi Gralon, mais si vous allez à Saint-Nic, à 15 km d'ici, il y a la rue du Roi Gralon aussi. Hein, vous voyez, c'est lié aussi à Douarnenez, à la baie de Douarnenez. On raconte que c'est là qu'il y aurait la ville 10. Hein, vous voyez. Au 5e siècle de notre ère, le bon roi Gralon règne en maître sur la Cornouaille. Par amour pour son unique fille, Dahu, il fait construire une cité merveilleuse, la plus grande et la plus belle cité du monde, qui bravera les flots de l'actuelle baie de Douarnenez. Mais la colère divine, face aux débauches dont la ville s'était rendue coupable, s'abattit sur Is, annonçant la disparition des anciens cultes et l'avènement de l'ère chrétienne. On dit aussi que Lutèce fut appelée Paris, car Par-Is signifie en breton pareil à Is, qui était considérée alors comme la plus belle capitale du monde. Une fois de plus, ma pierre noire s'imprégnait des mythologies. Un cerf majestueux, symbolique des légendes ancestrales dont la tête est surmontée d'une croix. C'est la légende de Saint Hubert. Parti chasser un vendredi saint, il rencontre un cerf arborant une croix lumineuse au milieu de ses bois. Sa conversion date de cette rencontre. J'étais déchirée entre l'ancien et le nouveau monde. Et c'est alors que je devins la pierre de transition entre le paganisme et le christianisme. Je me débattais de mon mieux contre les outrages du temps et moi, la kersantite, la pierre millénaire, je risquais de m'éteindre. La nature qui m'avait créée tentait de me faire disparaître. Je devenais invisible. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot. La pierre, sur le temps, ça prend de la mousse, ça prend les champignons. Les lichens qui sont mi-champignons, mi-algues s'installent naturellement sur la roche, puisqu'il y a de l'humidité, et ils trouvent de quoi vivre là-dessus. C'est des espèces de plaques blanches là, qui s'étendent. Alors, sur des sculptures, ça finit des fois par empêcher la lecture de la sculpture. Pas ce qui est écrit forcément sur la sculpture, mais les traits, ça déforme. Expériences qui ont été faites dans les grandes villes de coloriser les bâtiments, les cathédrales aussi, ça intéresse les gens. Donc sous cette forme-là, ça redevient vivant, mais ça reste du spectacle, les gens ne participent pas. On admire plus la prouesse technique. Il faut dire que c'est assez admirable d'arriver à mettre de la couleur sur des bâtiments avec un effet extraordinaire, sans toucher à rien. Hein? Je retrouvais enfin des couleurs, celles dont parfois les artistes du passé me fardaient, afin de me faire sortir de ma sombre expression. Je redevenais la kersantite polychrome.
Sur la durée, j'avais gagné. Des sculptures du premier millénaire au spectacle lumière des étés bretons, j'en avais fait du chemin. Je suis la terre sans titre, la pierre dont on fait les phares et les calvaires, celle qui porte les monuments les plus prestigieux du monde. Moi, la petite pierre bretonne, je faisais partie du patrimoine géologique mondial. Aujourd'hui, vous ne me voyez toujours pas, mais je suis là pour toujours.